Bonjour à tous les fans de la Route du Rhum. Nous sommes aujourd'hui avec Charlie Capel. Bonjour Charlie. Bonjour à tous. Et comment ça va à quelques jours du départ? Ça va bien, je suis plutôt détendu. Déjà, il y a un peu de monde, mais en fait, nous, on est quand même bien sur nos bateaux parce qu'on n'est pas trop dans la foule, donc ça va. C'est ça, ouais. Donc pour les gens qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'entendre parler de toi malgré ta longue histoire maritime, est-ce que on sait que tu en es à ta 6e participation à la Route du Rhum, c'est bien Hein. ça? Exact, c'est mon 6e départ avec toujours le même bateau. Toujours le même bateau. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler justement de ce bateau un peu particulier? Bon, il n'est pas particulier, c'est un bateau qui a été construit en 1980. D'accord. Pas pour moi, mais assez rapidement, j'en suis devenu propriétaire. Et puis, ma première Route du Rhum, c'est en 98. 98, d'accord. Et puis après, j'ai décidé qu'à chaque Route du Rhum, c'était un peu une addiction pour moi de revenir avec un bateau qui a eu bien sûr aujourd'hui, il a beaucoup changé par rapport à l'origine parce que j'ai fait pas mal de développement sur le bateau. Et puis moi, je navigue toujours sur Acapella, donc c'est pour moi le bateau, un bateau qui est adapté à ma façon de naviguer, à mes petits bras et à mon expérience. D'accord. Alors pour les gens qui ne sauraient pas, donc c'est un sister ship d'Olympus, donc Ouais, exact. le bateau qui avait gagné la Route du Rhum lors de la première édition en 78 avec Mike Birch. Donc un bateau sur lequel tu es à l'aise visiblement depuis des années. Oui, c'est exactement Sister Ship, sauf qu'il a, par rapport au bateau de Mike, de l'origine, il a beaucoup été développé. Donc, il y a d'ailleurs sur cette édition un bateau qui est devant moi qui s'appelle Happy, qui Oui. lui était une copie conforme d'Olympus. Il est resté dans son jus et esquivé par Laurent Temer, qui est un camarade contre qui je vais me bagarrer. Voilà. D'accord. Au niveau là, on est maintenant à 7 jours du départ. Comment ça se prépare à 7 jours du départ psychologiquement? Qu'est-ce que tu as l'air plutôt détendu puisque tu as l'habitude justement, tu en as ta 6e course. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un peu ton quotidien en ce moment? Le quotidien, c'est de me coucher tôt le soir, ce que je fais d'ailleurs au quotidien, mais enfin particulièrement en ce moment parce que les journées sont assez prises. Il y a cette animation, cette effervescence qu'il y a sur le village qui est absolument géniale. Puis surtout, ça attire un nombre de gens absolument hallucinant. Bon, c'est déjà de rester au calme, de beaucoup dormir pour engranger un peu du sommeil avant de partir, ouais. Et puis je suis entouré de mes proches, ma famille, et mon épouse, mes enfants et petits-enfants qui viennent à tour de rôle me voir. Et voilà, et puis des bons copains, voilà, ça s'imite à ça. J'évite d'aller manger dans les restaurants, j'essaie de me restaurer là où je loge tranquillement. Enfin, ma vie n'a pas changé, hein, j'essaie de rester le plus zen possible. Oui. Puis comme moi je suis un propriétaire privé et que je n'ai rien à vendre à part représenter ce qui m'est très cher, une association qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir au travers de la société Prolulique. Voilà, sorti de ça, c'est les seules obligations que j'ai, mais qui ne sont pas une obligation parce que c'est une démarche bénévole. C'est une démarche bénévole, oui. Et voilà, donc voilà, mon job avant la course, c'est de faire parler l'association pour que les gens aient conscience de ce que fait cette association et puis peut-être amener des donateurs potentiels. Alors, on n'en a pas parlé en préparant cette petite interview, mais effectivement, c'est une association que je connais, puisque j'ai un ami malouin qui est lui exilé depuis de nombreuses années en Asie du Sud-Est et qui œuvre pour les chaînes de l'espoir par le biais d'orphelinat et de. Ouais, c'est génial. Et est-ce que tu pourrais justement parler devant. Pour faire court et en quelques mots, l'association des chaînes de l'espoir se charge de rapatrier c'est souvent des enfants, Ouais. ou parfois des ados, je crois, mais surtout des enfants qui ne peuvent pas se faire opérer dans le pays où ils vivent parce qu'ils n'ont pas la technologie ni les infrastructures. Donc ils sont rapatriés en France, ils sont soignés aux frais intégral de l'association. Hein. C'est pas la Sécu française qui paye tous ces Ce sont soins. les dons des particuliers. Les dons des particuliers, d'entreprises. Et après, ces enfants, lorsqu'ils ont des protocoles de soins assez longs, ils sont mis en famille d'accueil. Donc le job, c'est aussi de trouver des familles d'accueil. D'accord. Et croyez-moi, c'est un sacerdoce parce que s'occuper de 8 mois d'un petit bout et le laisser repartir 8 mois après au fin fond de son pays, parfois même au fin fond de la brousse, donc pour eux, donc ils découvrent la France, ils découvrent ses soins. Il y a beaucoup de résultats positifs, je dirais, dans ce qu'ils font, enfin en termes de soins. Et puis la chaîne de l'espoir aussi développe des partenariats avec
ces pays qui sont lointains pour faire de la formation auprès de médecins. Je crois qu'ils financent aussi des hôpitaux, des écoles, enfin, Ouais. ils font beaucoup de choses. Et donc, moi, je suis là je leur amène un espace de De visibilité visibilité, ouais. pour qu'on puisse en parler, parce que c'est une association qui a besoin d'être connue et de collecter des fonds. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Et c'est génial parce que c'est une des associations, il y en a beaucoup en France, mais qui a un taux de fonctionnement qui reste raisonnable par d'accord. rapport à certaines qui malheureusement, pour des raisons qui leur sont propres, ont des coûts de fonctionnement qui sont énormes, et ce qui fait qu'il reste peu d'argent à la fin pour l'association, ce qui n'est pas le cas de la chaîne de l'Espoir. C'est Je une vous des le raisons. confirme. C'est une des raisons parce que j'ai représenté d'autres associations dont je resterai discret, mais qui eux ont des fonctionnements beaucoup plus importants. Et donc voilà, en gros, les fonds qui sont collectés ils servent vraiment au cœur de métier qui est de sauver les enfants. Sauver des enfants, bien sûr. Ça C'est va la là base, où quoi. les donateurs veulent que ça aille finalement. Voilà, et moi c'est ça qui m'a séduit dans cette association. Et c'est au travers aussi de Denis Lecoupon, le président de Proludic, qui est un partenaire du bateau, donc ce qu'on appelle un sponsor, même si moi j'aime pas le mot sponsor. Moi je pense que à mon niveau c'est plutôt des membres bienfaiteurs à ma passion et au sport de la voile, et qui lui est un gros donateur et me sponsorise à côté de ça pour m'aider à partir, en tous les cas pour me soulager des frais que coûtent Les inscriptions, par exemple. les frais d'une course telle que la Route du Rhum, parce que le ticket d'entrée est quand même un peu sévère pour des privés particuliers. Mais bon, après, c'est une passion, donc après, voilà, chacun décide de ce qu'il fait de ses fonds. Moi, en tous les cas, voilà, j'ai la chance de partir pour la 6e fois, je suis en forme, j'ai 67 ans. Bon, voilà, j'ai la chance d'y être, hein, voilà, donc je vais tout faire pour que ça marche, quoi. Mon objectif, il est simple, j'ai jamais mis moins de 22 jours sur toutes les routes du Rhum que j'ai pu terminer. D'accord. Donc l'idéal, ça serait de passer à 20-21 jours, ça serait bien. Battre un petit record personnel. Voilà, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais c'est surtout d'arriver. Parce que c'est un parcours du combattant de prendre un départ comme la Route du Rhum en termes de préparation technique, financière. Mais globalement, c'est assez facile d'être ici. Pour tout passionné, régatier, marin confirmé, de prendre la Route du Rhum. Parce que tout le monde peut faire la Route du Rhum, hein. Dès l'instant qu'on sait piloter un bateau et qu'on est capable de vivre une vingtaine de jours en mer, tout le monde peut venir et d'avoir un bon bateau, bien sûr. Ou en tous les cas, un bateau qu'on connaît, sur lequel on se sent bien et qu'on a de l'expérience dessus. Mais par contre, c'est la mer qui décide. Donc, oui, et là, comme c'est comme une épreuve hivernale, on va dire, ou automnale, ouais. qui s'annonce d'ailleurs pas terrible là, pour le départ, c'est ultra sélectif, quoi. Donc, c'est à la fois les conditions peuvent être très dures, on peut casser très rapidement du matériel, ou tout simplement se faire mal. Parce que de toute façon, si la course en solitaire sur une épreuve comme la Route du Rhum, il faut accepter de se faire mal et de transpirer, hein, parce que c'est pas une promenade de santé. Bien sûr, sauf si les conditions sont optimales, mais de toutes celles que j'ai fait, en général, les premières semaines, elle est toujours un peu sévère quand même. Ouais, c'est ce qu'on remarque à chaque fois quand même. C'est pas fait pour les imposteurs. Hein. Non. C'est ce qu'un marin m'avait dit il y a longtemps, il dit on peut pas mentir en mer. Hein. Non. C'est clair. Et alors c'est marrant parce qu'on parlait un petit peu avant l'interview de d'où était venue cette passion, et c'est une histoire très personnelle puisqu'en fait c'est originaire des Vosges, si je me trompe pas. Je suis originaire des Vosges, d'une petite ville qui s'appelle Mirecourt. Et en fait, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 20 ans. Et comme tout jeune homme, je suis parti faire mon service militaire. Et je me suis retrouvé en Polynésie française à faire le métier que je faisais, c'est-à-dire j'étais prothésiste dentaire. Et j'ai eu la chance, j'ai découvert la voile au travers du club nautique militaire qui existait, parce que je bossais que le matin, donc l'après-midi, c'est soit que tu restes à te morfondre dans ta chambre, ou bien alors tu vas découvrir l'île et faire des choses. Donc il y a des activités que j'ai toujours été très curieux et très engagé. Et profiter que je faisais un séjour dans une île un archipel qui est merveilleuse, la Polynésie. J'ai beaucoup navigué, c'est probablement un des plus beaux endroits que je connaisse. En tout cas, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment un endroit magique. Et là, j'ai découvert la voile au travers du club nautique. Et puis là, ça m'a branché. Donc là, après, je me suis dit, ça serait bien que j'apprenne vraiment à naviguer. Donc, j'ai fait comme tout le monde, école de voile. Et j'ai appris à naviguer en rentrant sur un lac dans les Vosges, sur un étang qui s'appelle l'étang de Bouzet. D'accord. J'ai fait un monitorat, voilà, j'ai fait plein de choses.
Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que la prothèse dentaire était un magnifique métier, mais que j'allais pas passer ma vie à gratter des dents. En l'occurrence, à l'époque, je bossais à Paris, boulevard Voltaire. Bon, c'est très bien de découvrir Paris, jeune homme. C'est une ville merveilleuse aussi. Ouais. Mais je me voyais pas faire ma vie là-dedans, donc j'ai tout mis en œuvre pour apprendre à construire des bateaux, dont j'en ai fait mon métier. Parce que j'ai fondé un chantier à Trinité-sur-Mer, enfin Saint-Philibert exactement, en 1985. Donc je suis toujours propriétaire et donc j'ai eu la chance de construire des bateaux toute ma vie et d'aller naviguer. J'ai pu joindre les deux, ce qui est Génial. génial. Ah, c'est génial. Parce que je suis aussi bien entouré, hein. J'ai des fidèles compagnons. Je travaille avec mon épouse qui fait tout le sale boulot quand je suis pas là. D'accord. C'est pareil. Quand on n'est pas là, il faut que les entreprises continuent, il faut que les choses avancent. Et moi, j'ai une femme qui m'a toujours encouragé, y compris mes enfants, qui sont très fiers de voir leur. Maintenant, mes petits-enfants qui viennent voir papy, qui part faire la route du Rhum. Donc, c'est génial. C'est une belle histoire. Belle histoire. Et donc, ça fait 45 ans que je vis en Bretagne et je vis à Lanester, une ville sympa comme tout. Et je travaille à Saint-Philibert, à côté de la Trinité-sur-Mer. Donc toujours sur le chantier naval du coup. Oui, enfin là, je lève le pied. Hein, je suis ce qu'on appelle un jeune retraité actif. J'espère qu'on est dans une logique de transmission. Ouais, super. Voilà. Belle histoire. Ouais, bonne histoire. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de rencontrer des marins qui ont eu la chance finalement de naître en bord de mer, sur le littoral, sur une île, ceci etc. dit, vous savez, il n'y a pas que, ça navigue partout. Bien sûr. Vous avez des très grands marins qui viennent de Suisse, hein, Oui. Donc c'est pas un souci. Il y en a même qui viennent de pays intérieurs. Ceci dit, aujourd'hui en France, en tous les cas, on va dire en Europe, on peut apprendre à naviguer sur n'importe quel plan d'eau. Dès l'instant qu'il y a un club nautique Tout à fait. et qui est en plus géré par la Fédération française de voile, c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti voilà, pour après, l'aventure, vous apprenez à naviguer sur un plan d'eau, c'est certes, ce sont des conditions de plan d'eau. Puis après, vous allez naviguer en mer, ça va être différent, mais je veux dire, quelqu'un qui sait piloter un bateau, c'est comme quelqu'un qui fait du vélo. Hein. Même si on arrête de faire du vélo pendant quelques années, quand on remonte dessus, on sait en faire. Tout à fait. Alors évidemment, on n'est peut-être pas performant comme ceux qui en font tous les jours, qui pratiquent au quotidien ou souvent, mais ça revient très vite. Hein. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'était qu'il faut du travail pour tout ça aussi. Ah oui, il faut bosser. Si vous ne bossez pas, moi, vous voyez, à 67 ans, on a fait le tour de la Bretagne pour venir ici au départ de Saint-Malo, on a encore appris des choses. Je veux dire, à chaque fois que je navigue, j'apprends des choses. Chaque jour est nouveau, chaque jour apporte son lot d'apprentissage. Oui, d'apprentissage, de découverte, de situations, de conditions, d'un réglage différent en fonction de plein de choses. Donc c'est là où c'est là que c'est intéressant. Quoi. Oui, bien sûr. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Pas de problème. Et puis on te souhaite bon vent. Et on te retrouve bonne continuation à ces passionnés. Ouais, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au plaisir.